chers amis internautes, bonjour et merci de nous retrouver. Dans cet entretien, nous recevons pour vous son Excellence, Monsieur Takaiza Sugawa, ambassadeur du Japon près le Bénin. Avec lui, nous aborderons au cours de cette émission la place du Japon dans la géopolitique internationale, ses rapports avec l'Afrique et le Bénin. Et enfin, l'ambassadeur nous parlera de la gestion du coronavirus au Japon et les perspectives d'avenir du pays. Pour conduire cet entretien, je suis avec Modeste Dossou. Modeste, bonjour. Bonjour Cosimo, bonjour monsieur l'ambassadeur. Vous êtes le représentant d'une des plus grandes nations au monde aujourd'hui, le Japon. Et c'est quand même un pays qui a connu une des pires catastrophes de ce monde avec les deux villes qui ont été touchées par l'arme atomique, la bombe atomique. 115 ans après, le Japon a su se relever et est devenu une des plus grandes puissances de ce monde. Quel est le secret du Japon? Oui, comme vous le signalez, d'abord, le Japon est le seul pays victime des bombes atomiques. Donc, après la guerre, les Japonais ont choisi d'établir le pays pour la paix. Donc, le Japon a décidé de prendre le chemin de paix. C'est le premier point. Deuxième point, au niveau économique, nous avons essayé la reconstruction du pays, surtout dans les années 60 et 70. Le Japon a décidé sur le plan national, pour doubler les revenus. Doubler. C'est-à-dire, on a fixé l'objectif de doubler le PIB dans 10 ans. Dans 10 ans. Donc c'était 1960. Le Japon a établi ce plan national. Et en réalité, le développement économique du Japon était supérieur à cela. Donc, dès les années 60, le Japon a connu la croissance annuelle de plus de 10%. Ça a été vraiment miraculeux. On pourrait dire. Qui dépassait vraiment les attentes de... Donc, c'était un plan global sur l'industrialisation, de mettre les zones de grandes industries, surtout sur les côtés pacifiques de l'archipel. Et on a renforcé l'investissement pour les sciences et technologies, etc. Et on a promu la libéralisation du commerce, parce qu'il faut vers l'industrie, l'économie japonaise à l'extérieur. Bon, grâce à cette initiative, le Japon a connu une croissance très solide, très durable. Vous voyez, vous utilisez l'appareil Sony, ou bien vous connaissez les voitures Toyota. Les voitures japonaises, oui. Voitures japonaises. Donc, ces grandes industries japonaises ont contribué à développer le pays, aussi contribué à la richesse du monde entier. Oui, maintenant, il y a eu industrialisation du pays, d'accord. Mais sur quoi les Japonais, c'est-à-dire le potentiel, comment le potentiel humain a été géré de sorte qu'il y ait ce travail acharné qui a pu, en 10 ans, propulser ce pays dans un air de puissant pays industrialisé, c'est-à-dire les ressources humaines, comment elles ont été gérées? Oui, on a aussi investi beaucoup sur l'enseignement supérieur, voilà, l'enseignement technique, les formations professionnelles. Donc c'est le système par exemple la gestion des entreprises s'est beaucoup amélioré au cours de cette période.
Et aussi, vous connaissez, par exemple, vous vous rappelez les Jeux Olympiques de Tokyo, 1964. Oui. Donc à cette époque-là, on a développé, par exemple, la production d'électroménager, télévision, frigo, etc. Oui, des Donc, appareils électroniques. Donc c'est l'idée de propager une vie enrichie, les systèmes de communication partout sur l'archipel, sans distinction géographique. Donc, on a eu l'idée de propager cette richesse, cette force spirituelle sur tout l'archipel. Donc, on a construit le réseau routier et les grands axes ferroviaires sur tout l'archipel. Le Japon est composé de 4 îles principales. Oui. Donc, on a pensé toujours à connecter toutes ces localités au niveau national. C'était une autre initiative qui commençait au milieu des années 60 et 70. Il s'appelle aussi un autre plan de grande réforme de l'archipel japonais. Donc, l'année 60, doubler revenu, élever la qualité de renseignement, sciences, technologies. Et après, on a proposé cette initiative sur tout le territoire. Donc, au niveau national, il n'y a pas de décalage au niveau de la vie. Un peu, Il n'y a pas de décalage sur le plan du développement. Oui, toutes les villes sont développées à la même échelle. Oui, oui. D'accord. Oui. En dehors donc de la ressource humaine, et si on doit justifier le développement du Japon, cet essor économique, quels sont les facteurs socio-culturels et géographiques et même politiques qu'on pourrait aborder? Par exemple, si je parle de la politique, donc le système politique était assez stable durant toutes ces décennies. Et on a assuré la sécurité du pays. Donc, on est concentré sur les aspects socio-économiques. Tous les peuples, c'est ça. Ils ont étudié et ils ont beaucoup d'innovations dans la production industrielle, production agricole, la pêche, développement d'infrastructures, etc. Et sur le plan culturel, quel est ce facteur? Est-ce que la culture aussi a favorisé, a contribué à ce travail, travail grandiose? Culture, oui. Le développement de radiodiffusion et de télévision a contribué beaucoup. Donc, toujours, on a établi le bon système national de partager les renseignements, les informations, les actualités en même temps pour tous les citoyens. D'accord. Alors, monsieur l'ambassadeur, aujourd'hui, l'archipel est devenu suffisamment grand. Tokyo est la plus grande mégalopole au monde aujourd'hui. Alors, et quelles sont les relations japonaises avec les autres puissances du monde? Je parlais des États-Unis, de la Chine, de la Russie et les autres puissances du monde. Quelles relations entretient le Japon avec ces puissances? D'accord. Donc, le Japon est un pays insulaire, isolé. Oui. Donc, il n'y a pas beaucoup de ressources naturelles. On ne produit pas de pétrole, ne produit pas de... donc Vous importez. On est très dépendant du commerce. Et la structure économique du Japon s'est dit commerce avec la valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'on a importé des matières brutes
et on a transformé et on a exporté. Donc ça a ajouté beaucoup de plus-value, value ajoutée, et ça enrichit le Japon, ça contribue à accumuler le stock du capital, comme ça. Donc, et dans ce cas, les États-Unis, et après la Chine, Russie, et pour nous, le Japon, des pays partenaires très importants, parce qu'il y a le grand marché américain, chinois, russe. Donc, on a exporté beaucoup de produits japonais aux Américains, aux Chinois, russes. Donc, tous les pays, surtout dans la zone Asie-Pacifique, tous les pays sont voisins du Japon. Donc, il faut bien diriger donc, les relations avec les pays voisins. D'accord. Ouais. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent, je crois dans le monde entier, les médias surtout européens, disent que le Japon, ou supposent que le Japon est pratiquement sous la tutelle des États-Unis, sous la protection des États-Unis contre la Chine par rapport à cette... Alors, quelle est quelle est la relation exacte entre le Japon et les États-Unis? C'est vrai. Au niveau de la défense et la sécurité nationale, le Japon a un accord bilatéral avec les États-Unis. Donc cette relation est spéciale. Et donc ça c'est l'alliance américano-Japon. Le Japon, c'est l'axe pour assurer la stabilité de cette région. Mais d'autre part, le Japon aussi obligé de coopérer avec les pays asiatiques pour la prospérité de la région. Pour la paix dans la région aussi. Pour la paix. Donc, il y a beaucoup d'industries, beaucoup d'investissements qui s'installent en Chine, en Asie du Sud-Est, tels que Indonésie, Malaisie, Vietnam, oui. D'accord, mais quels sont vous avez cité les pays d'Asie du Sud-Est, l'Indonésie, la Malaisie et autres, et avec la Chine, est-ce que les relations sont tendues ou elles sont bonnes? Oui, elles sont bonnes. Surtout, vous parlez de l'Asie du Sud-Est. Oui. Par exemple, le Vietnam ou Thaïlande, ce sont les pays qui connaissent maintenant le développement durable, le développement remarquable. Donc, on a beaucoup de relations économiques, d'investissement, mutuelles, bénéfices pour tous les côtés. Et partage par exemple des main-d'œuvre. Maintenant, le Japon a besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Oui, pour construire encore plus. Oui. Donc, c'est ça. Donc, les relations entre le Japon et les autres puissances, et en plus des pays environnants, sont de bonnes relations. Oui. Voilà. Alors, quelles sont les relations on va bifurquer comme ça avec l'Afrique, puisque nous sommes en Afrique. Oui. Alors, quelles relations le Japon entretient avec l'Afrique? Les mêmes relations comme en Asie du Sud-Est, de coopération, commerce, culture et autres? Oui. Donc, l'Afrique est devenue de plus en plus notre région prioritaire pour le Japon. C'est-à-dire, donc, on a connu l'esprit de co-prospérité avec des pays d'Asie, des États-Unis, comme ça, dans la région Asie-Pacifique. Et il faut transférer cette expérience aussi sur le continent africain. Donc, on a commencé au début des années 90
le cadre bilatéral durable avec l'Afrique. C'est le TICAD. Donc, maintenant, tous les 3 ans, tous les chefs d'État africains rencontrent avec les chefs japonais. Et donc, c'est une forum. Mais ce forum, on a entendu parler du forum Chine-Afrique, forum Russie, sommet Russie-Afrique. Il y a eu récemment un forum Turquie-Afrique. Alors, les sommets Japon-Afrique, qu'est-ce que ça apporte de plus à l'expérience de coopération entre le Japon et l'Afrique? Ah oui, il y a des industries japonaises qui s'installent déjà en Afrique. Par exemple, CFAO, Toyota. Toyota, oui. CFAO Motors. Oui. Et ça, son site de production en Afrique ou en Europe, par exemple. Le Bénin importe beaucoup de voitures japonaises. Mais la plupart vient de la Belgique. Oui. Donc c'est ce centre de production et ça cumule sur le port de Belgique. Et ça distribue sur tous les continents africains. Donc cette relation mutuelle, réciproque, économique sont devenues très internationales, très interrégionales, globalisées, c'est ça. Donc il peut y avoir une relation entre le Japon et l'Afrique, oui. Ça englobe tout le monde entier. Oui. Alors, monsieur l'ambassadeur, venons-en particulièrement au Bénin. Vous avez dit tout à l'heure que les relations entre le Japon et la plupart des puissances sont fortement basées sur le commerce. Et lorsqu'on vient au Bénin, le Japon et le Bénin, la coopération, les relations sont basées sur quoi concrètement? Donc ça, je voulais dire, ça commence maintenant. Le Japon a déjà s'installé dans des grandes pays tels que Sénégal, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, Kenya, Japon. Et notre ambassade s'est installée ici depuis 10 ans. Et en présence permanente au Bénin. Nous avons juste commencé les relations vraiment durables. Donc d'ici, nous allons essayer de activer, mobiliser plus d'échanges entre les deux pays. Quand on parle donc de coopération entre deux pays, c'est aussi la culture, c'est aussi l'enseignement supérieur surtout. On a vu d'autres pays tels que la Chine qui a implanté un institut de langue à l'université. Vous savez que quand on parle également donc de diplomatie, c'est aussi la langue. Qu'est-ce que le Japon fait dans ce sens-là? Oui, au niveau national diplomatique, il n'y a pas encore l'institut culturel du Japon ici. Mais il y a certaines fondations qui installent l'école de la langue japonaise et où on peut aussi faire des événements culturels du Japon. Notre ambassade aussi organise des événements culturels. Aussi, on a le mini petite librairie et tous les matériaux, livres, DVD sont disponibles. Et c'est ouvert au public? Oui. Pour l'instant, à cause du Covid, ce n'est pas très médiatisé parce que je ne pense pas que les Béninois sont... Ah oui. Mais oui, vous pouvez toujours visiter. Et qui parle donc du Japon, parle également de la technologie. Et de plus en plus, on voit que les autres pays, en matière de bourse d'études, au Bénin, s'investissent beaucoup plus donc, dans les études en matière de technologie. Est-ce que les bourses qu'offre le Japon aux étudiants béninois sont aussi dans ce sens? Il y a bourse d'études de l'État japonais qui est sponsorisée par le ministère de l'Éducation. Et on fait
toujours est ouvert aux candidats. Donc chaque année, il y a un certain nombre de boursiers Béninois béninois au Japon voyagent pour au Japon. apprendre la technologie. Oui. Maintenant, à leur retour, est-ce qu'il y a un suivi ou c'est l'État béninois? Est-ce qu'il y a une coopération avec l'État béninois pour que ces personnes-là puissent être suivies, pour que cette formation serve au Bénin? Est-ce qu'il y a une coopération avec l'État béninois pour un suivi de ces personnes qui vont se faire former au Japon? Oui, on fait le suivi des anciens étudiants boursiers au Japon. Mais une partie de ces boursiers sont toujours au Japon et ils ne retournent pas au Bénin. Ok, Donc, ils ont été embauchés par des sociétés les japonaises. où ils s'installent, ils ont son propre entreprise comme ça. Mais si certains entre eux viennent, ils pourraient contribuer. Voilà. Oui, par exemple, monsieur le ministre de la Santé, il a été formé au JICA, le programme de JICA pour la formation dans le domaine de sanitaire, médical. Et il a passé donc quelques temps au Japon et il est devenu ministre. C'est un bon exemple. Il transmet cette expérience au peuple béninois. Oui. D'accord, mais sur le plan technologique toujours, nous sommes le Bénin, le gouvernement du Bénin actuel est en train de penser à devenir une plateforme numérique en Afrique. D'accord, il y a eu la mise en place d'une structure, CMS City, pour faire la promotion de ces technologies. Alors, comment est-ce que le Japon accompagne vu que le Japon, c'est la première puissance mondiale en matière de technologie aujourd'hui, et comment le Japon accompagne cette initiative du Bénin dans le sens technologique? J'aimerais savoir. L'initiative, en fait, c'est pour promouvoir l'aspect numérique, les technologies, les innovations technologiques. Voilà. Est-ce que le Japon a eu un programme pour accompagner aussi le Bénin sur le plan technologique? Pas forcément sur cet institut, CMS-City, mais sur le plan technologique. Qu'est-ce que le Japon fait? Vu que c'est la puissance du pays. Comment le Japon apporte son aide au Bénin et qu'est-ce que le Bénin en retour apporte au Japon? Pour l'instant, je ne sais pas si des projets communs dans ce domaine, mais j'aimerais bien visiter ce site de la centre de numérisation moi-même. Et s'il y a des intérêts auprès des entreprises, investisseurs japonais, je connecterai. Je vais essayer de voir sur place d'abord. Est-ce que vous avez déjà été une fois approché par nos autorités, les autorités béninoises, sur le plan de la technologie, sur le plan du développement économique aussi du Bénin? Oui, pas directement, mais j'ai eu l'audience de Madame la ministre de numérisation. Voilà. Et elle dit qu'elle contacte déjà certaines entreprises japonaises. Donc, j'imagine que d'ici ça se développera. Mais le Japon pourra contribuer dans ce domaine. Dans ce domaine. Ouais. D'accord. Ok. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Oui, monsieur l'ambassadeur, nous tendons vers la fin de cet entretien. Quel est votre mot de fin? Je vous remercie de cette invitation sur Bénin Web TV. Oui. Et je viens d'arriver, je suis arrivé à la fin du mois de juillet, donc il n'y a que moins de 3 mois j'ai passé ici à Cotonou. Mais je commence à m'habituer dans la vie et je vais voir le béninois dans tous les domaines et je vais essayer de faire
le maximum pour approfondir l'amitié, la coopération entre nos deux peuples. Alors, chers amis internautes, c'est tout pour cet entretien. Nous avons reçu pour vous l'ambassadeur du Japon près le Bénin. Nous avons abordé plusieurs sujets, surtout la place donc du Japon dans la géopolitique mondiale, ses rapports avec l'Afrique et surtout ses rapports avec le Bénin. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.